Tu nais en 1912, à Lyon, dans un appartement étroit de la Croix-Rousse, au 4e étage d'un immeuble qui sent le charbon et la laine mouillée. Ton père est Canut, tisseur de soie, comme son père avant lui. Ta mère lave le linge des bourgeois du quartier Bellecour. Tu es le deuxième de 4 enfants. Personne ne te demande ce que tu veux devenir. La question ne se pose pas. L'école, tu la fréquentes jusqu'à 14 ans. Tu es bon en français, médiocre en calcul, excellent pour retenir ce qu'on te lit à voix haute. Le maître dit que tu as une mémoire de curé. Ton père dit que ça ne nourrit pas son homme. À 14 ans, tu entres en apprentissage chez un imprimeur de la rue Mercière. Tu apprends à composer les caractères, à ancrer les rouleaux, à sentir si le papier est trop humide avant même de le toucher. Tu aimes ce travail. Tu aimes l'odeur de l'encre, le bruit régulier de la presse, l'idée que les mots que tu fabriques vont partir dans des mains que tu ne verras jamais. À 20 ans, tu fais ton service militaire. 18 mois dans une caserne de Grenoble. Tu n'aimes pas l'armée, mais tu apprends à obéir vite et à réfléchir plus vite encore. Tu apprends aussi que les ordres peuvent être stupides et que les hommes qui les donnent ne sont pas toujours plus intelligents que toi. Tu rentres à Lyon. Tu reprends ta place chez l'imprimeur. Tu te maries en 1936 avec Hélène, fille d'un boucher de Vèze. Elle rit beaucoup, elle cuisine bien, elle ne te pose pas de questions inutiles. Vous avez une fille en 1938, vous l'appelez Suzanne. En septembre 1939, la guerre est déclarée. Tu es rappelé sous les drapeaux. Tu passes 8 mois dans une unité d'infanterie quelque part dans l'Est, à attendre un ennemi qui n'arrive pas, puis qui arrive trop vite, trop fort, de la mauvaise direction. En juin 1940, tout s'effondre. Tu vois des officiers pleurer. Tu vois des soldats jeter leurs armes dans les fossés et courir vers les fermes pour demander des habits civils. Tu ne cours pas. Tu restes dans ta colonne jusqu'à ce que l'ordre de cessez-le-feu arrive. Puis tu rentres à pied, en train, encore à pied. Tu mets 3 semaines pour revenir à Lyon. Hélène t'attend sur le palier avec Suzanne dans les bras. Suzanne a 2 ans. Elle ne te reconnaît pas tout de suite. Ça, tu ne l'oublies jamais. Lyon est en zone libre, pour l'instant. La vie reprend une apparence normale. Tu retournes à l'imprimerie. Ton patron, Monsieur Ferré, 62 ans, catholique, vieux républicain, ne dit rien pendant des semaines. Il observe. Il lit les journaux. Il écoute la radio anglaise le soir en fermant les volets. Un matin de novembre 1940, il t'appelle dans son bureau, ferme la porte et te dit simplement « On va avoir du travail supplémentaire, travail de nuit ». Tu ne poses pas de questions, tu dis oui. Le premier tract que tu imprimes s'appelle « Vérité », 4 pages. Tirage 200 exemplaires. Ça parle de la capitulation, de Pétain, de ce que les Allemands font en zone occupée, des faits, des noms, des chiffres. Tu passes la nuit à composer les caractères à la main, à tirer les feuilles une par une, à les plier, à les empaqueter dans du papier brun. À 5 heures du matin, tu sors les paquets dans un sac de course et tu les déposes dans 3 boîtes aux lettres différentes, dans 3 rues différentes. Tu rentres chez toi, tu manges du pain et tu dors 2 heures. À 8 heures, tu es à l'imprimerie pour le travail normal. C'est comme ça que ça commence. Pas avec un discours, pas avec un serment, avec une nuit de travail et un sac de course. En 1941, le réseau s'élargit. Tu ne sais pas combien vous êtes, c'est voulu. Chacun ne connaît que 2 ou 3 autres personnes. Si tu es pris, tu ne peux trahir que 2 ou 3 noms. C'est de la mathématique de survie. Tu reçois tes instructions par des messages glissés sous la porte de l'imprimerie, ou par un homme que tu connais seulement sous le prénom de Bernard et que tu croises le mardi matin au marché de la place Carnot. Bernard a l'air d'un comptable. Il porte toujours le même imperméable beige. Il ne te regarde jamais dans les yeux quand il te parle. C'est une règle. Ta mission principale reste l'impression, mais progressivement, on te demande autre chose. Transporter des faux papiers. Accompagner des personnes d'un point à un autre dans la ville sans poser de questions sur leur identité. Une nuit, tu conduis à vélo une femme et ses 2 enfants jusqu'à une ferme à 15 km au sud de Lyon. La femme ne parle pas français. Elle tremble pendant tout le trajet.
Les enfants dorment dans la remorque, sous des sacs de pommes de terre. Tu ne sais pas son nom. Tu ne sais pas où elle va après la ferme. Tu rentres à Lyon dans le noir, les jambes lourdes. Et tu penses à Suzanne, qui dort dans son lit. L'hiver 1941 à 1942 est dur. Le ravitaillement est mauvais. Hélène fait la queue 2 heures pour du lait. Suzanne a souvent froid. Toi, tu dors 4 ou 5 heures par nuit. Tu maigris, tu tousses. Hélène ne te demande pas où tu passes tes nuits. Elle sait, ou elle devine, ou elle préfère ne pas savoir. Tu ne sais pas exactement lequel des trois. Vous ne parlez plus beaucoup le soir. Vous êtes trop fatigués tous les deux pour les mots. En mars 1942, il y a la première arrestation dans le réseau. Un homme que tu ne connais pas de vue, mais dont tu as imprimé les faux papiers 2 mois plus tôt. Il s'appelait, son vrai nom, tu l'apprends plus tard, Robert Meunier, 38 ans, père de 3 enfants. Il est arrêté par la police française, pas par les Allemands. Ça, c'est important. Ce sont des Français qui l'arrêtent. Des Français qui le livrent. Pendant 1 semaine, tu ne dors presque pas. Tu attends qu'on frappe à ta porte. On ne frappe pas. Tu continues. L'été 1942, tu changes de méthode. L'imprimerie de Ferret est trop connue, trop surveillée. Vous montez une petite presse dans la cave d'un appartement de la rue Sainte-Hélène, chez une veuve de 55 ans qui s'appelle Madame Collet et qui cache sa peur derrière une politesse absolue. La cave sent le moisi. La lumière est une ampoule nue. Tu travailles courbé. Tu rentres chez toi avec le dos cassé et de l'encre sous les ongles que tu ne peux plus enlever complètement. Hélène ne dit rien. Elle pose ses mains sur ton dos le soir. C'est tout. C'est suffisant. Novembre 1942. Les Allemands entrent en zone libre. Lyon est occupé. Tout change en 48 heures. Les soldats dans les rues, les contrôles au carrefour, la Gestapo qui s'installe à l'hôtel Terminus, place Perrache. Vous apprenez rapidement le nom de Klaus Barbie. Vous apprenez ce qui se passe à l'hôtel Terminus. Vous n'avez pas besoin de détails pour comprendre. Le réseau se resserre. Les réunions deviennent rares, ultra courtes, jamais au même endroit. Bernard disparaît. Tu ne sais pas s'il est mort, arrêté ou passé en Espagne. Tu reçois un nouveau contact, une femme cette fois, que tu connais sous le nom de Claire. Elle a peut-être 25 ans. Elle est calme d'une façon qui t'impressionne et t'inquiète à la fois. Elle te donne tes instructions, elle repart. Vous ne parlez jamais de rien d'autre que du travail. En janvier 1943, on te demande de faire quelque chose de nouveau. Pas imprimer, pas transporter, observer, mémoriser. 3 fois par semaine, tu passes devant l'hôtel Terminus à une heure précise et tu notes mentalement les véhicules garés devant, les visages que tu reconnais, les allées et venues. Tu transmets ça à Claire le lendemain. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne demandes pas pourquoi. Tu fais. Un soir de février, tu vois sortir de l'hôtel un homme que tu connais, un voisin de ton immeuble, un homme avec qui tu as parlé de football sur le palier. Il monte dans une voiture allemande. La voiture part. Tu rentres chez toi et tu ne dis rien à Hélène. Mais cette nuit-là, tu ne dors pas du tout. Le lendemain, tu demandes à Claire de changer d'appartement. Elle dit qu'elle va voir. 3 jours plus tard, tu emménages avec Hélène et Suzanne dans un appartement de la rue Bechevelin, chez une cousine d'Hélène. Tu dis à tout le monde que c'est à cause des problèmes de chauffage dans l'ancien appartement. Personne ne pose de questions. Tout le monde a pris l'habitude de ne pas poser de questions. Printemps 1943. Le réseau est maintenant connecté à d'autres réseaux. Des noms circulent. Jean Moulin, Combat, Libération. Tu ne rencontres jamais ces gens directement. Tu es trop bas dans la hiérarchie, ou plutôt, tu es dans une partie de la structure qui n'a pas besoin de connaître le reste. Mais tu sens que quelque chose de plus grand se construit. Les tracts que tu imprimes ne parlent plus seulement de faits. Ils parlent de ce qui vient après, de la reconstruction, de la France d'après. Ça te donne quelque chose, pas de l'espoir exactement, quelque chose de plus dur que l'espoir, une certitude froide que ce que tu fais a un sens, même si tu n'en verras peut-être pas la fin. En juin 1943, Jean Moulin est arrêté. Tu l'apprends par Claire, 2 jours après. Elle dit les faits sans émotion. Arrêté à Caluire, livré aux Allemands. Tu ne montres rien non plus. Vous avez appris tous les deux à ne rien montrer. Mais ce soir-là, en rentrant,
Tu t'arrêtes sur le pont de la Guillotière et tu regardes le Rhône longtemps. Tu penses à tous les gens que tu ne connais pas qui continuent quand même. Tu penses à ta fille. Tu repars. L'automne 1943 est la période la plus dangereuse que tu aies connue. Les arrestations se multiplient. 2 personnes de ton réseau immédiat disparaissent en l'espace de 3 semaines. L'une est arrêtée. L'autre, tu apprends plus tard, a pris peur et est partie vers la campagne sans prévenir personne. Tu ne sais pas lequel des 2 cas est le pire. Tu changes tes habitudes complètement. Tu ne prends plus jamais le même itinéraire 2 jours de suite. Tu ne téléphones plus. Tu ne mets plus rien par écrit. Tout est dans ta tête. Les adresses, les noms de code, les horaires. Ta mémoire de curé, comme disait le maître d'école. Elle te sert enfin à quelque chose. Mais tu commences à faire des erreurs de fatigue. Un soir, tu arrives à un rendez-vous avec 1 heure d'avance et tu dois attendre dans un café, exposé, pendant 60 minutes. Une autre fois, tu oublies un paquet de tracts dans le couloir de ton immeuble. Et c'est Hélène qui le trouve avant les voisins. Elle le met sous l'évier sans te dire un mot. Vous vous regardez. C'est tout. Hiver 1943 à 1944. Tu as 31 ans et tu en parais 45. Tu as perdu 12 kilos depuis le début de la guerre. Tu tousses depuis octobre et tu ne consultes pas de médecin parce que tu ne veux pas donner ton nom quelque part. Tu dors mal. Tu as des réflexes que tu n'avais pas avant. Tu regardes toujours vers la porte dans les cafés. Tu repères toujours les sorties. Tu évalues toujours les gens dans la rue avant de les croiser. Ce n'est plus conscient. C'est devenu ton corps. Suzanne a 5 ans. Elle ne comprend pas pourquoi son père est toujours fatigué. Pourquoi il ne joue plus avec elle le dimanche. Pourquoi sa mère pleure parfois dans la cuisine en croyant que personne ne l'entend. Tu lui dis que c'est la guerre, que ça va finir bientôt, que quand ça finira, vous irez à la mer. Elle demande « C'est quoi la mer ?» Tu lui décris les vagues, le sel, le sable chaud. Elle écoute avec ses grands yeux. Tu te demandes si tu la reverras un jour sur une plage. Février 1944. Claire est arrêtée. Tu la prends par un message laissé sous la porte. 3 points au crayon sur un bout de papier. Vous avez des codes pour tout. 3 points. Contact compromis. Coupez tout lien. Attendez. Tu attends 5 jours sans bouger, sans contacter personne, en continuant ta vie normale à l'imprimerie, comme si rien n'était. C'est les 5 jours les plus longs de ta vie. Le 6e jour, un homme que tu ne connais pas se présente à l'imprimerie pour faire imprimer des cartes de visite. Pendant qu'il te donne ses instructions, il dit une phrase qui contient un mot de code. Tu réponds avec le mot suivant. Il repart avec ses cartes de visite. Le soir même, il te passe un nouveau contact. Tu continues. Mars 1944. Une nuit, à 3 heures du matin, on frappe à ta porte. Fort, vite. Le genre de frappe qui ne laisse pas le choix. Hélène se réveille. Vous vous regardez dans le noir. Tu lui dis de ne pas bouger. Tu prends les faux papiers qui sont dans la doublure de ton manteau et tu les glisses sous la latte du plancher que tu as décellé il y a 6 mois pour exactement cette raison. Tu vas à la porte. C'est le fils de Madame Collet. 19 ans, blanc comme un linge, les mains qui tremblent. La cave de la rue Sainte-Hélène a été découverte. Sa mère est arrêtée. Il ne sait pas quoi faire. Il est venu te trouver parce qu'il ne connaît personne d'autre. Tu le fais entrer. Tu lui donnes à manger. Tu lui fabriques une nouvelle identité avec ce que tu as sous la main. Le lendemain matin, tu le mets dans un train pour Grenoble avec l'adresse d'un contact. Tu ne le revois jamais. Mais cette nuit-là, quelque chose change en toi. Tu réalises que tu es devenu un point de recours pour les autres, que des gens viennent frapper à ta porte parce qu'ils ne savent plus vers qui se tourner, et que si toi tu tombes, toute une chaîne tombe avec toi. Ce n'est pas de la fierté que tu ressens, c'est quelque chose de plus lourd, une responsabilité qui n'a plus de fond. Avril 1944. Tu commences à recevoir des informations sur le mouvement de troupes allemandes dans la région. Des choses précises, horaires de convoi, itinéraires, effectifs. On te demande de les transmettre à Londres via un réseau radio que tu ne connais pas directement. Tu deviens un maillon dans une chaîne de renseignement. Tu ne comprends pas toujours ce que tu transmets. Tu transmets quand même. Mai 1944. Tu es suivi. Tu t'en rends compte un mardi matin, rue de la République. Un homme en imperméable gris qui est là quand tu tournes à gauche, là quand tu traverses, là quand tu entres dans la boulangerie.
Tu ne te retournes pas. Tu achètes ton pain. Tu ressors par la porte de derrière qui donne sur une cour. Tu passes par 3 rues parallèles. Tu n'as pas de rendez-vous ce jour-là. Tu rentres directement à l'imprimerie. Le soir, tu préviens ton contact que tu penses être brûlé. Il te dit d'attendre. Tu attends. Personne ne vient. Peut-être que tu t'es trompé. Peut-être pas. Tu ne sais plus. Juin 1944. Le débarquement. Tu l'apprends à la radio le 6 juin au matin. Ferré ferme l'imprimerie et vous écoutez tous les deux pendant 1 heure sans rien dire. Puis Ferré dit « Maintenant ça va aller vite » et il rouvre la boutique. Les semaines qui suivent sont les plus intenses depuis le début. Le réseau reçoit des instructions de Londres presque chaque nuit. Sabotage de voies ferrées, action contre les lignes téléphoniques, distribution massive de tracts pour semer la confusion. Tu imprimes jour et nuit. Tu ne rentres plus à la maison que pour dormir 2 ou 3 heures. Hélène ne dit rien. Elle te prépare à manger que tu avales debout au-dessus de l'évier. Tu sais que ça touche à sa fin. Tu sais aussi que c'est maintenant que les Allemands sont le plus dangereux. Quand une armée recule, elle se venge sur ce qu'elle peut atteindre. Vous le dites tous entre vous sans le dire vraiment. Continuez, mais faites attention, plus que jamais. Le 15 juillet 1944, à 6h30 du matin, on frappe à la porte de l'appartement de la rue Béchevelin. Cette fois, ce n'est pas le fils de Madame Collet. Ils sont 4. 2 Allemands en civil, 2 policiers français en uniforme. Ils ont ton nom, ton vrai nom. Ils ont une photo de toi, pas très bonne, prise de loin, mais reconnaissable. Ils entrent avant que tu puisses faire quoi que ce soit. Hélène est dans la cuisine avec Suzanne. L'un des policiers reste avec elle. Les 3 autres t'emmènent. Tu ne cries pas, tu ne te débats pas. Tu cherches les yeux d'Hélène une dernière fois par-dessus l'épaule du policier. Elle te regarde. Elle tient Suzanne contre elle. Suzanne pleure, mais elle ne sait pas pourquoi elle pleure. Tu sors dans l'escalier. La porte se ferme. Dans la voiture, tu ne penses pas à toi. Tu penses aux noms, aux adresses, à tout ce qui est dans ta tête. Tu commences à construire un mur autour de tout ça. Une paroi mentale que tu vas devoir tenir le plus longtemps possible. Il t'amène place Perrache. Ce qui se passe ensuite dure 3 semaines. Tu ne parles pas des noms, tu ne parles pas des adresses. Tu donnes des informations fausses, des noms qui n'existent pas, des adresses d'immeubles détruits. Tu sais que ça ne trompe pas longtemps. Tu gagnes du temps, c'est tout ce que tu peux faire. Gagner du temps pour que les autres se mettent à l'abri. Tu ne sais plus exactement quel jour on est. Tu sais que les Alliés avancent. Tu l'entends dans la façon dont tes interrogateurs parlent entre eux. Une tension nouvelle, une brutalité qui ressemble à de la panique. Les hommes paniqués font des erreurs. Parfois, ça protège. Parfois, ça tue plus vite. Le dernier souvenir clair que tu as, c'est une fenêtre dans un couloir. Une fenêtre haute, avec des barreaux, par laquelle tu vois un rectangle de ciel. Le ciel est bleu, un bleu de juillet, ordinaire, absolu. Tu penses à la mer que tu avais promise à Suzanne, au sable chaud, aux vagues. Tu as tenu. Lyon sera libéré le 3 septembre 1944. Hélène apprendra ce qui t'est arrivé 3 mois plus tard, par un rescapé qui te connaissait sous ton nom de code. Suzanne grandira sans toi. Elle aura quand même vu la mer, un été de 1951, avec sa mère. Elle sera debout dans les vagues et elle pensera à quelqu'un qu'elle se souvient à peine. Un homme fatigué, avec de l'encre sous les ongles, qui lui avait décrit exactement ça. Si cette histoire t'a traversé, si tu t'es demandé ce que tu aurais fait à sa place, abonne-toi. Chaque semaine, une vie oubliée, une vie entière, racontée pour qu'elle ne disparaisse pas.